Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Côte d'Ivoire, RDC, Chine et pour finir, actualité en Russie. Commençons tout de suite avec l'actualité en Côte d'Ivoire. La population de Marcory a manifesté ce 10 novembre 2015 devant l'hôpital général de cette commune suite au décès d'une femme enceinte. Selon des témoins, la cause de sa mort serait due à la négligence d'une sage-femme qui l'a laissée seule sur la table de travail d'où elle est tombée. Elle était mère de 4 enfants. Texte et images de First Magazine. Côte d'Ivoire toujours avec le soutien à la combattante du nom de Péché Alida. Une femme au grand cœur, une femme courageuse qui croupit depuis 3 ans à la Maca. Elle a laissé entendre ceci à un de ses visiteurs, Diakité Moussa. Camarade Diakité, c'est vrai que je suis fatigué, mes enfants et ma famille me manquent, mais je sais que Dieu va jeter un regard favorable sur nous pour qu'on sorte d'ici. Quant à vous, prenez courage et que Dieu vous fortifie. Côte d'Ivoire. La direction du FPI rencontre les élus. La direction du Front populaire ivoirien a initié ce matin du 7 novembre 2015 une série de rencontres avec les structures spécialisées du parti afin d'élargir les bases de la réflexion relative aux perspectives de la lutte. À l'issue du secrétariat général du 31 octobre 2015, qui a fait le bilan de la lutte et dégagé des perspectives, le secrétariat exécutif a rencontré ce samedi 7 novembre le groupe parlementaire FPI de la précédente législature et les ex-présidents des conseils généraux et les maires. Il s'agit pour la direction au cours de cette rencontre de féliciter les membres de ces structures spécialisées dont la présence constante sur le terrain, aux côtés des secrétaires généraux de fédération, a permis au parti de Laurent Gbagbo d'être saisi des préoccupations et aspirations profondes du peuple. C'est d'ailleurs grâce à cette mobilisation que le dernier mot d'ordre de boycott de l'élection présidentielle du 25 octobre 2015 a connu un franc succès. Présidé par Laurent Akoun, ex-député d'Alépé, cette rencontre, qui a essentiellement porté sur les perspectives de la lutte, s'est déroulée dans un esprit d'écoute et de partage. Reportage de Bello Fiavchenko. Tout de suite, actualité en RDC. Un nouveau passeport pour tout le Congolais. Lancement ce mardi au ministère des Affaires étrangères du nouveau passeport électronique, biométrique et du centre de capture. En tant que premier citoyen congolais, Joseph Kabila a été le premier à se faire capturer et à recevoir son passeport diplomatique. Et plus sûr et plus fiable, cette nouvelle technologie est capable de produire 10 000 passeports par jour et l'œuvre de la société belge Semlex Group. C'est dans le souci de faire circuler facilement les Congolais à travers le monde que le gouvernement vient de lancer le nouveau passeport électronique et biométrique. Vu l'importance de la cérémonie, c'est le chef de l'État Joseph Kabila qui a procédé personnellement à l'inauguration de ce document qui remplit les normes de sécurité et de fiabilité selon les exigences de l'Organisation internationale de l'aviation civile. Et dans les installations de la chancellerie du ministère des Affaires étrangères, le chef de l'État a visité les équipements installés par l'entreprise belge Semlex Group. Le chef de l'État a visité tour à tour le système de validation des formulaires et de demande de passeport, la salle de capture et le serveur. En tant que premier citoyen, le chef de l'État a été le premier à être capturé et à obtenir son passeport diplomatique en temps record. Infalsifiable et plus sécurisé, c'est en janvier 2016 que le nouveau passeport électronique et biométrique sera disponible. Des précisions et autres détails ont été donnés par le ministre des Affaires étrangères Raymond Tchibanda juste après la cérémonie. Les 45 jours qui nous séparent de cette échéance seront mis à contribution pour le déploiement du matériel dans tous les centres de capture, pour la formation du personnel et pour le test du matériel. Car à partir du 2 janvier 2016, il va falloir qu'on devienne opérationnel
dans toutes les ambassades, dans tous les consulats et dans tous les chefs-lieux des provinces de la République démocratique du Congo. Au-delà d'un certain délai, il deviendra difficile pour les voyageurs qui ne détiennent pas ce type de passeport de voyager. Ils ne seront pas acceptés dans certains pays. Vous savez qu'il y a la recrudescence du terrorisme et que donc la sécurité aux frontières est une préoccupation première de tous les gouvernements à travers le monde. Le nouveau passeport est électronique. Cela signifie qu'il contient une puce électronique stockant toutes les informations concernant la personne qui voyage, la personne détentrice du passeport. Sur cette puce, on a votre date de naissance, votre identité, tout est sur cette puce électronique. Et elle peut être lue électroniquement par la machine. Il est aussi biométrique en ce qu'il contient les empreintes digitales du porteur du passeport. Quant au coût, le ministre des Affaires étrangères annonce qu'il sera rendu public très prochainement et pas d'inquiétude puisqu'il sera abordable à tous. Tout de suite, actualité en Chine. Les États-Unis ont envoyé des navires de guerre près des îles Nansha et ses eaux environnantes, malgré la forte opposition de la Chine. Ceci a gravement porté atteinte à la souveraineté et à la sécurité de la Chine, et accru les tensions régionales. On voit alors clairement qui menace l'ordre international et provoque des troubles. Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Li Baotong, a déclaré que la Chine n'était pas au courant de projets de discussion de la question de la mer de Chine méridionale lors du sommet des dirigeants de l'Asie-Pacifique qui doit se tenir la semaine prochaine à Manille. Le président chinois Xi Jinping participera au sommet de l'APEC. Li Baotong a indiqué que le sommet portait avant tout sur la coopération économique et le commerce dans la région Asie-Pacifique. Et pour finir, actualité en Russie. Les principaux médias occidentaux qui ont été mis au pas ne laissent passer aucune occasion de critiquer fortement le président Vladimir Poutine. Bien que selon des sondages, Poutine soit populaire en Russie comme il ne l'a jamais été depuis longtemps, ainsi que la radio-télévision suisse SRF a même dû l'admettre le 6 octobre 2015, il est tout le temps accusé d'abus de pouvoir. Un reproche ne manque jamais et est réchauffé sans relâche. La Russie aurait annexé la Crimée, c'est-à-dire qu'elle s'en serait emparée illégalement et aurait ainsi commencé la guerre en Ukraine. L'historien allemand spécialiste de l'Europe de l'Est, Karl Schlegel, par exemple, a prétendu ceci le 2 octobre à la radio suisse SRF. Dans plusieurs émissions, Klagemuir.tv a fait référence aux réponses qui démentent cette accusation. En raison de l'actualité de cette accusation, nous allons reprendre les réponses les plus importantes dans un résumé. Au sujet de l'accusation selon laquelle la Russie aurait commencé la guerre en Ukraine avec l'annexion de la Crimée, le conflit militaire en Ukraine de l'Est avait éclaté après le renversement du gouvernement en février 2014 à Kiev. Après la destitution du président Viktor Yanukovych le 22 février 2014, le nouveau gouvernement a envoyé des troupes vers les régions de l'Est, à Donetsk et Lugansk. Ces régions n'avaient pas reconnu le changement de pouvoir empreint de nationalisme et avaient proclamé des républiques du peuple indépendantes. Selon divers historiens, les États-Unis se trouvent derrière la chute du gouvernement. Victoria Nuland, représentante du ministre des Affaires étrangères américain, témoigne sans le vouloir dans un appel téléphonique intercepté du fait que les États-Unis ont investi 5 milliards de dollars pour amener au pouvoir un nouveau gouvernement en Ukraine. La chute de Yanukovych était pourtant un coup d'État clairement anticonstitutionnel, car selon l'article 108 de la Constitution ukrainienne, une destitution n'est autorisée que suite à une démission, un décès ou pour raison de santé. Mais une majorité des 3/4 du Parlement nécessaire pour une destitution n'a pas été atteinte malgré les votes multiples interdits. En conséquence, la chute anticonstitutionnelle du gouvernement doit être vue comme le déclenchement de la guerre en Ukraine de l'Est. Vous pouvez voir le déroulement exact de la crise en Ukraine, y compris les réponses, dans l'émission du 11 août 2014. Au sujet de l'accusation selon laquelle la Russie aurait annexé la Crimée. Le professeur en droit Karl Albrecht Schartschneider résume de la manière suivante ses recherches approfondies sur la question de savoir s'il s'agirait d'une annexion illégale ou d'une intégration légale de la Crimée.
Le droit à l'autodétermination des citoyens de la Crimée ne peut pas être annulé par des accords du droit international ou par la constitution de l'Ukraine. La Crimée possédait et possède en tant que république autonome tous les droits de faire son propre chemin et de se séparer de l'Ukraine. L'assistance de la Russie lors du processus d'intégration de la Crimée était appropriée et ne viole pas le droit international. La Charte des Nations Unies, chapitre 1, article 1, paragraphe 2, dit au sujet de la sécurité internationale qu'il faut, je cite, « développer des relations amicales reposant sur le respect du principe d'égalité et d'autodétermination des peuples. » Fin de citation. Ce droit à l'autodétermination des peuples et non des États, les citoyens de la Crimée l'ont revendiqué par le référendum pacifique du 16 mars 2014. La population a voté avec 96% des voix pour l'adhésion à la Confédération russe. La demande d'adhésion a été acceptée par Moscou par la suite, ce qui, selon le professeur en droit et expert en droit international Reinhard Merkel, ne va pas contre le droit international et a été accepté mondialement en ce qui concerne par exemple le Kosovo il y a quelques années. La séparation de la Crimée de l'État ukrainien n'est donc pas en désaccord avec le droit international, mais tout au plus avec la constitution ukrainienne. D'ailleurs, la question reste ouverte de savoir dans quelle mesure on peut parler d'une constitution légale après le renversement anticonstitutionnel du gouvernement à Kiev. Selon ce qu'on appelle l'acte final d'Helsinki, les frontières doivent être respectées telles qu'elles existaient en 1945 après la Seconde Guerre mondiale. La Crimée n'avait pourtant été offerte à l'Ukraine qu'en 1954 sur l'ordre de l'ex-chef d'État soviétique Nikita Khrouchtchev, sans que la population de la Crimée ait été consultée. Le dernier chef d'État de l'Union soviétique, Mikhaïl Gorbatchev, a dit à ce sujet, je cite, « Les habitants de la Crimée ont maintenant décidé de corriger cette faute. » L'acte final d'Helsinki a été signé le 1er août 1975 par 35 chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, OSCE. Le terme « annexion » veut dire l'acquisition violente et illégale d'un territoire étranger. À ce sujet, on ne peut sûrement pas faire de reproche à la Russie. Une acquisition violente d'un territoire étranger n'a pas pu être constatée. Selon le témoignage d'une porte-parole de la police, le détachement de la Crimée a coûté seulement 2 vies. Un membre des forces d'autodéfense et un soldat ukrainien ont été tués par des tireurs embusqués non identifiés jusqu'ici. Le membre du Congrès américain, Alan Grayson, a déjà dénoncé les accusations infondées contre Poutine le 25 mars 2014. Les forces militaires russes, qui étaient stationnées de façon légitime depuis le contrat de bail avec l'Ukraine de 2010, auraient joué le rôle de troupes pacifiques lors du processus de détachement de la Crimée. Grayson a dit, je cite, « Les Russes ont apporté leur aide en désarmant l'armée ukrainienne locale et la marine. C'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont fait quasiment sans qu'aucun sang ne soit versé. Ils l'ont fait pour que l'armée ukrainienne et la marine ne puissent pas empêcher le référendum organisé. C'est de cela qu'il s'agissait. Pourquoi agissons-nous comme s'il en avait été autrement? Pourquoi parlons-nous d'agression? Pourquoi parlons-nous de vol de la Crimée? Pourquoi parlons-nous de tyrannie? Ou de la nouvelle Union soviétique? Ou d'une procédure sans égard? Ou de l'usurpation de pouvoir? Ou de l'ours tyrannique Poutine? Ou de la Seconde Guerre froide? Voici les faits les plus importants et les réponses au sujet des accusations selon lesquelles la Russie aurait annexé la Crimée. Jugez vous-même si ces accusations répétées comme des moulins à prière s'approchent même un tant soit peu de la réalité. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté les brèves.